Goedenavond allemaal. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, dans cette dernière table ronde, nous allons rentrer un peu plus profondément dans la question de si l'Europe en fait assez pour appréhender les enjeux d'une seule santé de manière commune, donc de la santé commune. La pandémie de Covid-19 au début a mis l'Union européenne en difficulté pour ce qui est notamment des vaccins. Mais pour la première fois, c'est la première fois que l'Union européenne est véritablement entrée dans la maison de tout un chacun sur les questions de santé. Et donc, il y a différents systèmes de santé qui ne se correspondent pas les uns aux autres. Et donc, c'est très difficile d'avoir une politique de santé commune. Et donc, il peut y avoir des conflits à cause de ceci. Et tout ceci a mené, bien sûr, à de grands débats. Alors, nous avons ici un grand panel, mais nous n'avons pas toute la soirée, évidemment. Donc, il va falloir rester assez bref. Il y a à côté de moi Madame Laetitia Lempereur, vétérinaire, parasitologue, directrice de recherche au SPF Santé publique et également coordinatrice One World, One Health. Nous avons également ici Stéphane de Kersmacher de la Commission européenne, porte-parole santé, responsable du Pacte vert. Et donc c'est lui qui répond aux journalistes dont je fais partie. Et c'est lui qui répond à nos questions et je le remercie d'ailleurs. Et puis il y a également Madame Nathalie Gerson, également vétérinaire, directrice de l'ENSVFVI, un organe parisien. Et puis à ma gauche, Dr Éric Muraille, directeur de recherche au Fonds national de la recherche scientifique. Il est également biologiste et immunologue, parasitologue à l'Université libre de Bruxelles. Madame Lempereur, je commence avec vous. Alors, avec le SPF Santé publique, vous avez mené une recherche qui s'appelle One Health. Alors, avec cette approche une seule santé, d'après vous, quelle est la leçon principale que l'on doit tirer à l'échelle de l'Union ? L'SPF qu'on a réalisé, ça c'est plutôt au niveau du Belgium One Health Network. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ce réseau est un réseau constitué à la fois de scientifiques, à la fois d'institutions publiques, mais également du milieu associatif qui s'est réuni pendant cette crise et qui a voulu faire une policy brief. Et donc, cette policy brief, c'est surtout appuyé sur 3 points principaux. Le premier point, c'est cette approche intégrée qui finalement est par définition cette approche One Health, mais où le réseau a pointé certains éléments qu'on trouvait faiblement développés dans les approches One Health, telles que l'approche environnementale, qui reste encore quelque chose à appuyer au niveau des politiques et des différentes politiques développées, mais également d'autres sciences, les sciences plutôt humaines, où il faut, pour le réseau, prendre plus en considération l'aspect social que l'on peut, et comportemental que l'on peut intégrer dans ces politiques. Donc ça, c'est le premier point d'intégration. Également, comme on vient d'en parler, l'aspect éthique, faire vivre la diversité, prendre en considération ces diversités. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point que cette policy brief met en exergue, c'est cette inter- et transdisciplinarité. Mais c'est le constat que, toujours à l'heure actuelle, les différents, on va dire, corps de métier ou disciplines ne parlent toujours pas le même vocabulaire, ne se comprennent pas toujours. Donc c'est une première étape où il y a encore du travail à faire. De pouvoir également mettre en contact les différents éléments de la société, c'est-à-dire, on parle souvent, le One Health,
pardon, bien définie au niveau scientifique, mais il y a encore du travail à faire au niveau pour mêler le public, que ce soit le citoyen, que ce soit les associations, que ce soit les institutions et les sciences, mais également le monde politique à toutes ces discussions. Et finalement, toute l'importance de la mise en place de ces concepts et stratégies, puisque c'est bien le grand challenge maintenant. On définit des stratégies, on a des plans. Maintenant, comment mettre ça en place? Et donc, il y a tous ces éléments de collaboration qui sont mis en valeur dans cette policy brief. Kunt u eens een concreet voorbeeld geven over... Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple concret de la manière dont ceci est mis en œuvre dans la pratique ou doit être mis en œuvre dans la pratique? Bon, là c'est un exercice de réflexion, mais qu'est-ce qui reste pour le faire? On peut aller au niveau politique, au niveau structurel et institutionnel, au niveau d'une réorganisation, d'une adaptation de notre mode d'organisation. Peut-être que j'aurai l'occasion d'en reparler après, mais également concrètement sur le terrain, que ce soit des formations données au niveau universitaire, donc adapter nos programmes de formation aux professionnels, par exemple, ce sont des éléments que nous pouvons mettre en place voilà, de manière collaborative en tout cas. Stéphane. Stéphane. Alors, l'Union européenne, bon, vous travaillez dedans directement. Pour ce qui est de la politique de santé notamment, vous avez tiré des leçons de tout ça et on a parlé plutôt du type de politique qui sont reprises dans ce concept d'une seule santé. Il y en a beaucoup. Est-ce que vous pourriez nous dire peut-être, d'après vous, qu'est-ce qui est le plus important qu'a fait l'Union européenne dans la pandémie pour cette démarche et puis peut-être nous donner quelques initiatives de politique dans la pratique? Merci beaucoup Camille et bienvenue dans mon bureau. C'est la salle de presse ici, c'est là que nous organisons les conférences de presse pour les journalistes où Camille pose toujours des questions très difficiles et moi je suis content de pouvoir répondre à ces questions à chaque fois. Nous avons beaucoup appris de cette pandémie et je dois dire que nous n'étions pas prêts, c'est clair. Nous avons été pris par surprise, mais nous avons beaucoup appris de choses et beaucoup tiré de leçons. Commençons toutefois en disant qu'il est important de faire une différence dans les compétences. C'est peut-être un peu bureaucratique, mais c'est très important. Lorsque l'on parle d'une seule santé, on parle de la santé des personnes, des animaux et des écosystèmes, de l'environnement. Alors, les deux premières parties, la santé humaine et animale, eh bien, les compétences à l'échelle européenne sont différentes. On a plus de compétences, on peut plus agir, on peut avoir un rôle de coordination, par exemple, pour ce qui est de la santé animale. La coordination dans le cas de pandémies transfrontières, par exemple. Et c'est dans ces deux domaines, je crois, que nous avons beaucoup avancé. Si on regarde la santé animale, on a un très bon exemple. Le règlement concernant les médicaments pour animaux qui est entré en vigueur en janvier. Et donc, on dit ainsi quels médicaments peuvent être utilisés pour les animaux. Et donc, on essaie de déconseiller l'utilisation des antibiotiques. Donc, essayer de ne pas utiliser les antibiotiques et qu'ils soient réservés plutôt pour l'être humain. Évidemment, pour éviter la résistance antimicrobienne. C'est très important comme lutte. Et donc, ceci, c'est maintenant entré en vigueur dans les États membres et ça va avoir des effets positifs sur la santé humaine. Le deuxième exemple, dans lequel on a beaucoup agi dans le cadre de compétences, c'est le fait de renforcer notre démarche et la manière dont on traite les pandémies transfrontalières. Donc, on a l'Agence européenne des médicaments qui était renforcée et elle peut ainsi conclure des contrats très rapidement pour pouvoir agir rapidement dès qu'il y a ce genre de situation. Et puis, lorsqu'on voit
ce qui s'est passé. Le CDC, c'est la première agence qui a fait directement une analyse de risque parce que son mandat a été renforcé. Et hier, nous avons dit que nous avons conclu un contrat pour acheter 110 000 vaccins contre la variole du singe. Et ça, c'est sur la base des leçons que nous avons tirées de la crise de Covid-19. Mais, donc ça c'est pour la compétence de la coopération transfrontalière et la santé animale. Mais pour la santé humaine, c'est un peu plus difficile parce que c'est les États membres qui ont les compétences concernant la santé de leurs citoyens. Nous pouvons faire des recommandations, des orientations, mais ceci est moins fort. Ce sont des instruments beaucoup moins forts. Et si je peux vous donner un exemple, je me souviens bien d'un hôpital dans un plus petit État membre où les médecins qui y travaillaient venaient de différents États membres et tous utilisaient leur propre protocole concernant la résistance antimicrobienne. On a différents protocoles. Nous n'avons pas de compétences européennes pour dire qu'on doit utiliser tel ou tel antibiotique. Ça, ce sont des compétences nationales. Alors, on peut agir sur la santé animale, je l'ai dit, mais là, je crois qu'on doit essayer de trouver une réponse dans ce domaine dans le cadre de notre démarche Une Santé. Madame Garçon, des formations pour les médecins, les vétérinaires, etc. Et on a beaucoup parlé du concept une seule santé. Vous avez mis sur pied des projets pour donner des formations, pour voir comment appliquer dans la pratique ce concept d'une santé, d'une seule santé. Pouvez-vous nous dire comment, dans la pratique, vous mettez cela en place? À quoi cela ressemble dans la pratique? Oui, merci beaucoup. En effet, à l'École nationale des services vétérinaires France Vétérinaire International, qui se trouve en effet sur Paris, Lyon et Montpellier, on est parti évidemment de la formation sur la santé publique vétérinaire qui se retrouve bien évidemment orientée vers la santé humaine, notamment pour limiter les zoonoses, les toxi-infections alimentaires collectives, etc., mais qui est évidemment impactée ou qui impacte la santé environnement, santé biodiversité. Et à partir de ce constat, il a été relativement facile de dire qu'il fallait que les approches soient interdisciplinaires, soient intersectorielles, soient en pratique pour qu'on produise en effet des résultats, et aussi transfrontalières et internationales, parce que bien évidemment, on l'a vu, ça s'arrête pas aux frontières. Donc dans un premier temps, on a fait un peu l'évolution inverse de celle évoquée par Eric Orsena tout à l'heure, c'est-à-dire que nous, on était assis sur un siège plutôt scientifique et on s'est orienté vers les sciences humaines et sociales pour la mise en œuvre des politiques publiques, et on l'a vu pendant le Covid, mais on l'avait vu exactement de la même façon pendant la fièvre catarrhe-ovine, que des mouvements anti-vax, par exemple, prenaient de l'ampleur, et qu'il était non seulement important de comprendre la mise en œuvre scientifique et technique d'une politique publique, mais bien évidemment aussi ses composantes en sciences humaines et sociales, l'acceptabilité, etc. Le deuxième point qu'on a un peu développé, c'est le volet, en effet, santé-environnement, santé-biodiversité, parce que, comme le disait Monsieur Peters tout à l'heure, c'est bien celui qui pêchait le plus, et à ce titre, je vous encourage à voir le film La fabrique des pandémies, où intervient Serge Morand, également expert One Health. Il est assez évocateur. Et donc, on a développé des formations sur produire autrement animal, produire autrement végétal, qui étaient destinées à des publics pluridisciplinaires, donc ingénieurs, vétérinaires et aussi inspecteurs de santé publique vétérinaire. Et puis, à ce moment-là, et c'était avant la crise du Covid, on a développé un diplôme interétablissement One Health, donc avec des médecins, des vétérinaires, mais aussi des sociologues, des juristes, des économistes, avec des intervenants qui représentaient cette même diversité. Et on était dans les locaux de l'OMS le 12 mars 2020, le jour de déclaration pandémie mondiale de la Covid-19.
Et donc, on a surfé sur cet exemple réussi où on remplit donc les formations d'une année sur l'autre pour continuer donc dans l'interdisciplinarité. On a participé puisque, en effet, il est important de faire ce lien entre recherche, évaluateur du risque, gestionnaire du risque et décideur public. On a participé au tronc commun de formation des hauts fonctionnaires, donc qui était là aussi une volonté de transdisciplinarité au niveau donc du gouvernement français. Et donc il y a 15 écoles qui y participent, notamment l'ENA, l'école des magistrats, mais aussi l'école des commissaires et l'école de santé publique humaine, l'école de santé publique donc en santé publique vétérinaire, la mienne, l'école des mines, AgroParisTech qui forme donc les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts. Et donc on a mis en place un certain nombre de formations, notamment à la transition écologique, transition numérique, etc., mais aussi le rapport à la science, et dans lequel donc on a une formation, donc une seule santé, de façon à pouvoir sensibiliser de façon transdisciplinaire. Et prochainement, donc, on développe cette formation Une seule santé pour les fonctionnaires en poste, c'est-à-dire pas uniquement ceux qui sont à l'école, mais ceux qui sont déjà en responsabilité dans un cycle des hautes études donc de santé globale. Et on soumissionne en ce moment à un appel à manifestation d'intérêt pour créer un institut One Health sous la forme un peu de l'IHEDN pour la défense, mais sur le thème de la santé globale, qui pourrait réunir en effet des décideurs publics, des trois fonctions publiques, des décideurs privés, de façon à pouvoir améliorer cette transdisciplinarité, qu'on parle le même langage, comme le disait Madame l'Empereur, qu'on puisse faire des exercices, par exemple, de gestion de crise ensemble, transfrontaliers, transdisciplinaires, et pouvoir être beaucoup plus efficace. Et ce travail, on le fait aussi à l'international en développant en septembre un Master One Health, Managing Health of Population, qui va allier donc avec la chaire de santé publique vétérinaire, donc et le hub vétérinaire donc sur la région lyonnaise, une formation des évaluateurs et des gestionnaires du risque, hein, qui soient d'origine donc médecins, vétérinaires, sociologues et nous l'espérons de plusieurs nationalités. Donc voilà comment on essaie en fait de pouvoir étendre dans la transversalité à la fois disciplinaire, à la fois sectorielle et à la fois internationale en fait cette formation. Et c'est toujours en pratique, c'est-à-dire avec des exercices concrets, avec des travaux. Et ces travaux, nous les valorisons dans des publications comme Sortir des crises en pratique que vous avez ici et qui évoquent là aussi des exemples locaux de gestion très clairs de problématiques justement de dépopulation des abeilles, de développement des circuits courts. Enfin, ce sont parfois des choses extrêmement ponctuelles, mais extrêmement importantes au final dans le cadre du One Health. Merci. Docteur Muraille. Docteur Muraille, on a parlé de spécialisation à l'instant. On a dit que la médecine généraliste est devenue une spécialité. Lorsque vous voyez les structures au niveau national et à la Commission européenne, tout cela est divisé en directions, alors que dans le One Health, c'est difficile, c'est structuré autrement. Donc, nous avons discuté de certains aspects. Vous espérez qu'il pourra y avoir des modifications pour appliquer et introduire une politique d'une seule santé. Oui, tout à fait. Donc, une des principales recommandations de l'approche One Health qu'on retrouve dans les 12 principes de Manhattan, c'est d'avoir une approche pluridisciplinaire des menaces globales. Donc, c'est-à-dire une approche qui n'inclut pas uniquement des médecins, mais également des vétérinaires, des écologistes et également des spécialistes en santé humaine, en sciences humaines. Notamment parce que l'acceptabilité des politiques sanitaires est un élément clé dans la réussite de ces politiques. Donc, il faut absolument que les populations acceptent les différentes politiques sanitaires.
Mais par contre, il est assez évident maintenant que faire interagir des spécialistes de toute une série de domaines différents est très compliqué. Et ce n'est pas uniquement une question de vocabulaire, c'est aussi des questions beaucoup plus fondamentales, vraiment de philosophie, d'épistémologie, d'ontologie. On a à l'heure actuelle des spécialistes qui ont des visions totalement différentes de la manière de produire des connaissances et de la manière de les valider. On a eu des beaux exemples, par exemple, pendant la pandémie de SARS-CoV-2, avec, par exemple, toutes les polémiques sur l'hydroxychloroquine. Donc, en médecine moderne, depuis les années 1990, je dirais, on a ce qu'on appelle une médecine basée sur les preuves, evidence-based medicine, qui a développé toute une série de critères, ce qu'on appelle notamment une pyramide des évidences, une pyramide des preuves, pour arriver à déterminer si un traitement est efficace ou non. C'est quelque chose qui maintenant est évident en médecine humaine, en médecine animale également, mais qui par exemple n'est pas du tout évident dans les domaines des sciences humaines. Dans beaucoup de domaines en sciences humaines, par exemple, on est encore fort attaché à une vision très idéologique de la liberté. Si vous prenez par exemple simplement la vision foucaldienne de la science est souvent présentée comme un outil de domination. Et donc, c'est pas très surprenant d'avoir eu certains sociologues, certains philosophes qui, par exemple, ont immédiatement critiqué les principes même d'avoir des consensus scientifiques qui amèneraient les décideurs à avoir une politique qui, dans certains cas, était vue comme liberticide. Donc, c'est un réel défi, en fait, d'appliquer la politique One Health à peu près à tous les niveaux. Et je pense qu'effectivement, c'est une très bonne idée d'avoir des formations One Health au niveau des décideurs, mais je pense qu'il faut aussi avoir des formations beaucoup plus pluridisciplinaires, même dans les universités, pour produire des scientifiques qui sont capables de se parler et d'interagir ensemble. Parce qu'à l'heure actuelle, je schématise évidemment, mais si vous mettez un philosophe, un sociologue et un biologiste dans une pièce pour interagir, il y a une probabilité non nulle qu'il y ait un mort à la fin. Parce que la vision vraiment dans la production de connaissances est très différente. Et ça, à l'heure actuelle, si on veut utiliser l'approche One Health, ça n'est évidemment pas acceptable. Et donc on doit aller au-delà des problèmes de vocabulaire, on doit recréer un socle commun. Et ça, je tiens à souligner qu'à l'heure actuelle, très peu de choses est fait pour ça. Le financement, généralement, des projets de recherche favorise beaucoup la spécialisation des chercheurs. Et on met souvent des spécialistes ensemble autour d'un même projet, mais on favorise très peu le fait que des chercheurs aient à la fois une casquette de spécialiste et aussi une casquette de généraliste. Mevrouw Lampereur. Madame Lampereur, les implications de tous les domaines politiques qui ont été cités ce soir sont très importants. Je pense, en Flandre, par exemple, il est difficile de mettre une éolienne dans son jardin. Et si on se reporte à ce qui s'est passé aussi au Portugal, par exemple, on parle également de lithium pour les batteries, mais il y a un certain nombre de mesures prévues pour lutter contre la pollution des eaux. Mais on parle avec la population locale pour obtenir une acceptation de cette politique, mais ce n'est pas évident. Comment peut-on avoir tout le monde à bord face à ce récit très général? Il est important d'inclure le citoyen et de le mettre au cœur des débats, au cœur de ces discussions. Je pense que, je voulais quand même le souligner, il y a quand même des initiatives qui sont faites en termes de One Health, que ce soit au niveau national ou international. Et je pense qu'il faut quand même le souligner et apprécier cela. Mais je pense que pour mettre en place cette politique, ce concept One Health, et de pouvoir intégrer le citoyen, je pense que c'est vraiment avoir de l'audace. Il faut avoir de l'audace dans le changement et dans l'adaptation de notre manière de fonctionner. Et ça peut l'être au niveau sociétal, individuel et structurel, organisationnel. Et je pense qu'au niveau individuel et sociétal, on doit pouvoir
réfléchir à ces différentes adaptations. Et notamment, on sait que le développement économique, par exemple, nous a permis d'avoir une meilleure santé, bien que souvent au détriment de l'environnement, avec des conséquences inhérentes. Mais je pense que donc ces paradigmes doivent évoluer vers d'un mode qu'on a actuellement de coordination vers un mode de collaboration. Et donc, quel que soit l'état dans lequel on est, le système dans lequel on est, il faut pouvoir revoir ou reclarifier ce qu'on appelle la liberté individuelle, on en a parlé juste ici, les actions collectives et les interventions de l'État quelque part. Mais évidemment, sans participation, sans collaboration des principaux intéressés, il n'y aura jamais aucune transition. Donc évidemment, je suis convaincu que ça fait partie du principe d'intégration que le One Health soutient et par lequel il est défini. Stéphane, crise. Stéphane, après la crise, l'Europe avance, nous as-tu dit, notamment en matière de santé publique, on l'a vu. Bon, on avait d'abord eu les SARS et d'autres virus par le passé. Est-ce que tu as le sentiment que par la pandémie de Covid-19, il y a eu une volonté politique qui est née dans le chef des États membres? D'ailleurs, je me souviens que ça a été un sujet important lors de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Il y a pas mal de recommandations qui ont été formulées en matière de santé publique. Est-ce qu'il y aura des étapes concrètes qui seront franchies en matière de politique pour la santé publique, notamment plus d'intégration européenne? Oui, il y a plusieurs propositions, en effet, qui ont été formulées dans le cadre de la conférence sur l'avenir de l'Europe et qui portaient sur la santé. On le comprend, la santé nous concerne toutes et tous. Ces propositions ont d'ores et déjà été mises en œuvre d'une façon ou d'une autre. Par exemple, l'espace européen de données sanitaires, c'est une proposition que nous avons lancée de façon volontaire, grâce auquel on pourra transférer les données sanitaires d'un État membre vers un autre. Si vous avez un accident dans un État membre, eh bien, grâce à ces données médicales, eh bien, on pourra les consulter dans cet autre pays. Évidemment, il faut toutes les garanties requises en matière de confidentialité. Mais tout cela est en cours. Il y a d'autres propositions que nous sommes en train d'analyser. Ce qui m'apparaît très clairement aujourd'hui, après ces crises, c'est qu'une pandémie telle que la pandémie du Covid-19, c'est un défi auquel on doit s'attaquer ensemble. On l'a vu au début, les États membres ont réagi de façon individuelle. Ça a été chaotique et on n'avançait pas, notamment en matière de campagne vaccinale. À partir du moment où on s'est dit, on agit ensemble, on achète 2 milliards de doses ensemble. C'est plus de 2,2 milliards de doses qui ont été aussi exportées vers le reste du monde. On est devenu vraiment la pharmacie du monde. 2,2 milliards, c'est 2/3 des doses de vaccins qui sont produites ici en Europe. Et c'est une des grandes leçons que nous avons tirées de cette pandémie. Une pandémie transfrontalière, c'est que si l'on veut agir rapidement face à une telle crise, il faut des mécanismes transfrontaliers, notamment en matière de développement. On a besoin d'une autorité qui puisse intervenir très rapidement en cas de pandémie. On l'a vu avec la création de l'ERA, qui est une agence qui nous a permis de mettre à niveau notre capacité de production et de déployer à plein toutes nos capacités. Cette coopération transfrontalière, nous l'avons proposée, elle a été concrétisée évidemment avec l'aide des États membres, on l'a vu, et ça a aidé tout le monde. L'EMA également, l'Agence européenne des médicaments. Le CDC, le Centre européen de contrôle et de prévention des maladies, qui a été renforcé. De cette façon, il pourra améliorer et renforcer ses activités de suivi. Il sera plus rapide. Pareil avec la variole du singe. Nous avons pu réagir très rapidement. Bon, évidemment, tout ceci
Ce sont des actions très bien, mais ceci doit rester constant, pérenne. Ceci doit se faire dans le respect des États membres, c'est-à-dire que les compétences sanitaires relèvent de la compétence nationale. Alors, pour changer cela, il faut modifier les traités. Ça, c'est une autre histoire. Néanmoins, sur la base des leçons tirées de ces grands défis, nous avons pu créer les instruments qui aujourd'hui nous renforcent. Et très certainement, pour les États membres, il apparaît que cette stratégie commune a engendré d'immenses avantages. Madame Gerson, peut-être une question un peu plus provocatrice. Vous avez suivi de très près cette pandémie. Avez-vous eu le sentiment que l'Union européenne en a fait assez en matière de santé publique, une seule santé et autres? Oui, c'était en effet une question polémique. Écoutez, moi j'ai en effet le spectre et l'avantage d'être sur les volets de santé publique vétérinaire et donc toutes les harmonisations et travail transfrontalier qui ont pu avoir dans ce secteur-là et qui fonctionnent plutôt très bien. Et du coup, en effet, on voit en tout cas une très forte inflexion sur le plan de la santé publique humaine. Alors peut-être parfois avec en effet des choses qui se mettent en place, mais moi je retiens le volet à moitié plein du verre et en effet je trouve extrêmement intéressant toutes ces réintégrations en fait du retour d'expérience, donc sur le fait de pouvoir se préparer pour les éventuelles pandémies qui risqueront évidemment de nous atteindre. Donc moi personnellement, je trouve que l'Europe de la santé, c'est un sujet, c'est en construction. On a vu la souveraineté nationale dans ce domaine, mais on a vu aussi des choses évoluer extrêmement rapidement et commencer à être prises en compte avec les difficultés en effet qui étaient évoquées tout à l'heure, puisque les règlements ne sont pas les mêmes. On a la création de cette agence, donc l'ERA, donc ça aussi, ça va dans le bon sens. On a, en termes de formation, des formations de plus en plus communes, notamment sur les BTSF, dans le cadre du One Health, qui mériterait d'être complété. Donc moi, je veux être optimiste et je pense que là, on a beaucoup appris, comme beaucoup des intervenants ont pu le dire, et il faut juste aller plus vite et plus fort parce que juste, ça risque de se rapprocher, voilà. Et donc, l'homme a au moins ce pouvoir merveilleux, c'est de s'adapter. Il a le pouvoir de détruire, mais il a aussi le pouvoir de se corriger. Et je veux espérer, et c'est vrai que là, je reviens sur la formation, je suis désolée, c'est plus mon domaine d'activité, donc je sors de la question piège. Et pour rebondir sur les propos de monsieur, et c'est vrai qu'il y a vraiment un vrai travail et à tous les niveaux à réaliser. Alors je ne sais pas si ça fera l'objet d'une autre question, si je développe maintenant ou si j'attends la troisième. Alors nous, on intervient plus précisément donc au niveau des décideurs et dans les écoles de santé publique, mais au niveau aussi là il y a la création d'unités d'écoles universitaires de recherche qui mixent les disciplines et notamment avec certaines universités. Alors je vais citer évidemment le volet lyonnais que je connais mieux, mais il en va de même sur Paris et dans d'autres zones de France, entre Lyon 1 de médecine humaine, Lyon 2 sciences sociales, VétaGroSup donc sur le volet vétérinaire. Il y a énormément de cours conjoints en fait en infectiologie humaine et animale, en parasitologie, en cancérologie. Donc je pense que c'est en train de descendre dans les strates universitaires et bien qu'on soit très très loin de mon domaine de compétences, on a développé pour les collèges, lycées et puis peut-être pour les primaires une fresque One Health sur le mode fresque du climat en fait, qui pourra être déployée exactement de la même façon. Là on est plus dans la sensibilisation des publics, mais comme le disait Monsieur Peters tout à l'heure, en fait chacun peut agir à son niveau, donc du primaire jusque aux organisations internationales, puisque Madame Éloi l'a cité
disait tout à l'heure. Donc il y a un rapprochement au niveau international de cette disciplinarité, transdisciplinarité. Donc l'ENSV est aussi centre collaborateur de l'OIE et on travaille, on essaye donc un rapprochement avec l'Académie de l'OMS, notamment dans un parcours de formation One Health. Alors là, on est dans le futur, c'est à construire, mais vous voyez qu'à toutes les strates, on essaye en effet de vaincre ces silos et on les retrouve dans la recherche, mais on les retrouve aussi dans les gestionnaires du risque où il y a parfois aussi des passes d'armes. Je me souviens d'un préfet qui a dit mais moi, peu m'importe là où s'arrête votre niveau de compétence, ce que je veux, c'est avoir votre valeur ajoutée pour vaincre ensemble ce problème qui peut être un problème de vaccination contre la fièvre catarrhale, de lutte contre l'ambroisie ou autre. Eh bien ça, je crois que cette intelligence collective, le fait de décloisonner, non pas de se déspécialiser, hein, bien être ancré sur des connaissances et des compétences, mais avoir cette capacité d'intégrer ensemble un certain nombre de facteurs pour apporter une solution. Personnellement, j'y crois beaucoup. Et justement, c'est ces exercices d'intelligence collective qu'on propose en M1 et en doctorat, en transversalité, pour qu'ils apprennent à bosser ensemble. Slotvraag, meneer Meraille. Dernière question, monsieur Meraille. Vous avez parlé de beaucoup de disciplines scientifiques, mais au cours de ces derniers mois, la science n'a pas semblé toujours évidente, que ce soit en Europe ou au-delà. Or, il y a un lien entre la science et la population, mais aussi la science et les politiques. Est-ce qu'il y a des points d'inquiétude? Comment est-ce qu'on peut améliorer les relations entre ces éléments? Oui, ça c'est une très très vaste question. Donc le problème n'est pas nouveau, je dirais, du clash entre guillemets entre les décideurs politiques qui ont une culture de sciences humaines et les scientifiques qui ont plus une culture de sciences naturelles et de médecine. Ça avait déjà été mis en évidence dès le début du XXe siècle, quand plusieurs chercheurs avaient pointé le fait que les sciences humaines ne suivaient absolument pas, par exemple, l'évolution des connaissances en physique. Aujourd'hui, je pense que c'est principalement les connaissances dans le domaine de la biologie qui ne sont pas suivies. Donc on a parlé du fait notamment que l'Europe avait été surprise du SARS-CoV-2. D'un point de vue scientifique, il n'y avait absolument aucune raison d'être surpris, au sens où nous avions déjà eu le SARS-CoV-1, le MERS-CoV, et surtout, ces deux épidémies-là avaient amené une série de recherches au début des années 2000. Et en 2012, il était absolument clair qu'en nature, il y avait toute une série de coronavirus qui étaient à une ou deux mutations d'être capables d'infecter l'humain. C'était des expériences de gain de fonction qui ont été assez polémiques, mais qui avaient l'avantage de démontrer qu'on était tout à fait dans une condition où il était possible que des coronavirus infectent l'humain et déclenchent des épidémies et même des pandémies. Donc ça avait été alerté. Et en fait, 2012, ça correspond aussi à la période où on a à peu près arrêté les financements pour les coronavirus un peu partout dans le monde, parce que c'était plus du tout jugé comme une priorité. Donc, je ne veux pas ici jeter la pierre à l'Europe, parce que c'est quelque chose qui a été global, mais il n'y a pas une culture, je dirais, d'anticipation et de prise en considération des alertes des scientifiques. Et c'est valable dans à peu près tous les domaines. On parle ici des épidémies, mais c'est le même problème avec la biodiversité, c'est le même problème avec le changement climatique. On sait depuis les années 80, depuis le rapport Meadow, la Maison Blanche, et ainsi de suite, le lien entre taux de CO2 et augmentation de la température atmosphérique, c'est quelque chose qui est connu depuis au moins 50 ans. Et ça repose sur une physique du début du XXe siècle. Donc, il n'y a rien de nouveau, je dirais, en science. C'est simplement l'intégration de ces concepts-là qui à l'heure actuelle pose question. Alors comment résoudre ça? Je pense qu'effectivement, la pluridisciplinarité des formations plus liées à la base, éviter de séparer les deux mondes, c'est quelque chose de très bien, mais il faut prendre conscience qu'on a très peu de temps. Parce que les problèmes du changement climatique, des pandémies, c'est maintenant qu'on va y être confronté. Et donc on n'a plus le temps de former une ou deux générations, je dirais, de chercheurs ou même de décideurs politiques. Il faut arriver à upgrader, je dirais, les chercheurs actuels et les décideurs politiques pour leur faire intégrer, je dirais, cette nouvelle réalité. Je vais juste prendre un mini point de vue historique. Au début de la révolution industrielle,
On a créé des très grandes villes, on a augmenté l'interconnexion parce qu'il fallait distribuer les marchandises partout dans le monde, et on s'est retrouvé face à une augmentation fulgurante des maladies infectieuses. Le choléra, la fièvre jaune, c'était tout nouveau, on avait une multiplication des pandémies, des épidémies locales. La seule manière dont le monde s'est sorti de ça a été une politique où les gouvernements ont appliqué des très vastes programmes, ont commencé à jouer un rôle régulateur dans des domaines où avant il n'avait aucun rôle régulateur. On a créé par exemple des milliers de kilomètres d'égouts dans les villes simplement pour pouvoir séparer les eaux potables des eaux polluées. On a développé toute une série de normes en médecine vétérinaire pour que lors des abattages des animaux, on vérifie s'ils sont infectés et ainsi de suite. Ça, c'est ce qui a permis, je dirais, d'avoir un monde viable au début de la révolution industrielle. Aujourd'hui, on a créé un autre monde qui est beaucoup, beaucoup plus interconnecté et où en 24 heures, une pathologie infectieuse peut faire le tour de la planète. Sachant qu'il faut minimum 1 an pour produire un vaccin, en général plutôt 7-8 ans, parfois 20, 30, 40 ans. Il faut minimum 1 année, voire 2 pour vacciner l'entièreté de la planète. On a créé un monde qui est très très difficile à gérer et la seule manière de s'en sortir, c'est d'anticiper ces menaces. Réagir, ça ne va absolument pas être suffisant face aux prochaines menaces. Donc il faut vraiment faire passer ce message-là et effectivement vraiment changer de logiciel de gouvernance et de production des connaissances. C'est vraiment pas que moi qui le dis, c'est la conclusion d'énormément d'études qui ont été publiées, notamment dans le Lancet, qui appellent à un changement vraiment dans la manière de penser. Merci à toutes et à tous pour cette discussion. Stéphane wil er toch nog even op inpikken. Stéphane, un dernier mot. Sorry, Désolé, je dois partir. Je serai bref. C'est essentiel ce que vous venez de dire. La connaissance scientifique, il faut la capter au bon moment et ensuite la réinjecter dans le processus décisionnel. Et c'est vrai que l'ERA développe ce réseau avec la sphère scientifique exactement pour pouvoir capter ces informations absolument vitales le moment venu. Et pour ce qui est de la coopération transfrontalière, eh bien, nous souhaitons construire une Union européenne de la santé, renforcer la coopération, mais aussi développer une stratégie pharmaceutique, c'est en cours. Une seule santé, cela nous permettra de développer des traitements plus efficaces pour la santé publique. Et puis, la lutte contre le cancer, évidemment un combat fondamental sur la base à nouveau d'une étroite collaboration avec le monde scientifique. Et donc il faut mettre tout ceci en pratique. Merci. En zo heeft de commissie weer het laatste woord. Et c'est la Commission qui a donc le dernier mot. Merci beaucoup.